Bonjour et bienvenue sur Télégoël, la télévision citoyenne du bassin minier. Lille, Arras pour les plus grands débutent leur marché de Noël, mais vos petites communes animent déjà vos week-ends. Nous sommes le vendredi 27 novembre, voici le sommaire de votre journal. Les résultats du tourisme autour du Louvre-Lens, la conférence sur le harcèlement scolaire à Avion et l'exposition de super-héros à Liévin. Le territoire attire de plus en plus de touristes. Louvre-Lens, Le Ward ou encore Lens 14-18. Les chiffres ont évolué depuis 2013 et l'association Hall autour du Louvre-Lens veille à conserver ces chiffres et à les améliorer chaque jour. La mission Louvre-Lens Tourisme est une mission d'ingénierie touristique qui a été créée spécifiquement à l'initiative du département du Pas-de-Calais, de Pas-de-Calais Tourisme et de l'État pour participer à la création d'une nouvelle destination touristique internationale dans le sillon de l'arrivée du Louvre-Lens et du classement UNESCO du bassin minier. Alors c'est vrai qu'on a fait une enquête sur la destination Hall autour du Louvre-Lens, c'est-à-dire sur un périmètre à 30 minutes en voiture à partir du musée. Donc on avait fait une première enquête en 2013, on a refait une enquête en 2015 pour voir les progressions en termes de clientèle étrangère qui sont plutôt positives, donc progression des clientèles étrangères, une image plutôt positive entre avant et après la visite des différents sites. Alors Louvre-Lens, mais aussi Notre-Dame-de-Lorette pour le tourisme de mémoire, le musée des Beaux-Arts d'Arras, le partenariat Arras-Versailles, et puis le Ward pour ce qui concerne le tourisme industriel et la mine. Donc on a des éléments très positifs, progression de cette clientèle étrangère, changement d'image, augmentation du nombre de nuitées sur ce périmètre, voilà, tous des éléments qui nous permettent aujourd'hui de dire que cette destination s'internationalise et va dans le bon sens. Alors, je rappelle, c'est une destination émergente qui dernièrement je pense que c'est ça qui est important, vient d'être reconnue par le ministère des Affaires étrangères. Voilà, parce qu'on a signé le contrat de destination au ministère des Affaires étrangères, donc il reconnaît cette destination comme parmi 20 destinations d'excellence, au même titre que les Alpes, la Provence-Côte d'Azur, Bordeaux, Saint-Michel, la Corse. Voilà, donc vraiment, je dirais que c'est une belle reconnaissance, mais en même temps, c'est ce que Norbert disait tout à l'heure, vraiment un point de départ aussi. C'est-à-dire que c'est une destination qui se crée, donc ce contrat de destination a été forcément un moment important. Mais en même temps, c'est le point de départ. C'est-à-dire qu'on est dans une création de destination. On ne crée pas une destination du jour au lendemain. Je pense que c'est important de laisser aussi l'appropriation de cette destination, puisque le Louvre-Lens est arrivé. Il y a eu le classement à l'UNESCO. Donc je pense que tout ça, ce sont des facteurs qui apportent à cette destination. Et maintenant, on est en train de la créer et de provoquer le dynamisme tout autour de cette destination. Déjà plus d'étrangers, une progression d'un tourisme familial. Alors après, il y a des éléments qui sont identiques. C'est vrai qu'on est sur on a pu qualifier aujourd'hui l'expérience culturelle qui est très très bonne. C'est-à-dire que du coup, la découverte des sites, les visites guidées sont plutôt d'un très très bon niveau. Donc ça, on a des éléments tangibles qui nous permettent de dire que c'est une destination attractive. Le rapport qualité-prix est aussi très favorable. Et puis évidemment, la question de l'accueil, de l'authenticité, l'accueil des habitants, l'accueil des commerçants. Donc ça nous permet d'être très compétitifs dans cette compétition internationale. Donc tous ces éléments qu'on avait pu repérer dans la première enquête, on les retrouve et ils se confirment dans cette deuxième enquête. On a vu différents points, notamment sur la diversité. On a dit la diversité de l'offre, notamment en matière de shopping, où là peut-être des points améliorés, sur le développement du côté durable, etc., de la mise en valeur, je pense, du territoire par la propreté, par l'accessibilité. Donc il y a des points où on a vu qui ressortent de l'enquête qui sont améliorés, mais je dirais que cette enquête a servi à ça aussi, c'est-à-dire à conforter et peut-être à surprendre par quelques points positifs, mais aussi à quelques points améliorés. Et je pense que c'est là notre action maintenant. Manque de signalétique, oui, même si c'est quelque chose qu'on avait déjà repéré et signalé. Donc je sais qu'il y a un travail qui est fait, on avait déjà signalé les choses. Au niveau départemental, je dirais dans le département, à l'intérieur du département, on est déjà dans cette réflexion-là. Alors, il ne faut pas non plus une surenchère de signalétique, c'est-à-dire que ça doit être bien identifié. Qu'est-ce qu'on trouve sur un panneau, comment on identifie par des codes couleurs. Voilà, il faut que ce soit assez facile en termes de visibilité, en termes d'appréhension, et de se dire, voilà, on ne multiplie pas le nombre de panneaux, on les cible, et donc ça c'est tout un travail, et il faut y réfléchir. L'appropriation des habitants, c'est l'élément important. On parle de l'identité du territoire, c'est un territoire qui est très identitaire, très atypique, donc forcément
je pense qu'on l'a valorisé dans le sens où maintenant les habitants disent je suis fier d'être du bassin minier, voilà, on est reconnu à l'UNESCO. Je pense que tout ça contribue à donner une image positive. Et je pense que c'est les habitants qui parlent le mieux de leur territoire. Et si eux déjà sont conscients de cette richesse et de cette diversité et de ce côté positif, je pense qu'ils en parleront et véhiculeront une image positive. Ça, c'est très important. Alors, la première chose, c'est qu'ils ne changent pas, qu'ils restent authentiques et qu'ils du coup soient toujours aussi accueillants. Ça, c'est la veille. Et en même temps, qu'ils ne doutent pas que leur environnement, en tout cas les atouts qu'ils ont autour de chez eux, ont un vrai intérêt pour des visiteurs régionaux, nationaux et aussi internationaux. Donc c'est aussi dans une confiance, on regarde ces chiffres et d'intérêt qui est porté sur leur territoire. Et qui n'a pas eu l'habitude finalement de travailler, enfin en tout cas de développer une industrie touristique. Mais voilà, aujourd'hui ces chiffres et cette enquête nous permettent d'être crédibles, en tout cas de renvoyer aux habitants le fait que ce qui les environne a vraiment un intérêt pour des visiteurs, axé évidemment principalement autour du tourisme culturel, mais aussi familial et de découverte des paysages atypiques qu'on retrouve dans le bassin minier. Alors oui, 2017 ou 2018, peut-être qu'on va la faire d'ici 3 ans. Non, du coup, c'est vraiment de l'augmentation du nombre de nuitées sur ce périmètre, une optimisation encore de la visibilité à l'international et au national. Donc c'est vraiment l'augmentation des visiteurs nationaux et internationaux, et une satisfaction du coup à la fois pour ceux qui auront investi et qui auront cru dans ce territoire, hôteliers, restaurateurs, magasins, shopping, et puis les collectivités qui auront aussi beaucoup investi pour développer l'économie touristique, et en premier lieu le département du Pas-de-Calais. Donc voilà, c'est aussi du coup de pouvoir mesurer dans 3 ans tous ces efforts et tout ce retour sur investissement qui est déjà aujourd'hui tangible. On est à plus de 80 millions d'euros de retombées économiques depuis l'ouverture de Louvre-Lens. Donc c'est vraiment confirmer et accentuer évidemment les dépenses sur ce périmètre. Et aujourd'hui, c'est comment les jeunes générations aussi vont trouver de l'emploi dans l'économie touristique. C'est déjà le cas, on a vu les chiffres de l'URSSAF. Maintenant, il y a peut-être encore à franchir d'autres paliers pour créer encore des initiatives et de l'emploi. Mais ce qu'il faut dire, le côté positif, c'est sur le département, on a une destination à part entière. C'est-à-dire qu'on avait la Côte d'Opale, on a la destination campagne, Maréodo, Marois, etc. Et on a une destination autour du Louvre-Lens. Et je pense que c'est ça aussi, il y a une destination qui est émergente et qui est reconnue. On a vraiment 3 destinations dans le département, c'est plutôt une richesse, je pense. Touristique, en harmonie avec l'identité et les valeurs des territoires. Nous sommes proches et afin d'assurer l'épanouissement économique des territoires, le bien-être des habitants et naturellement. Combattre le suicide chez les jeunes, c'est l'objectif du GAPS, groupement d'aide à la prévention du suicide, qui réunissait début de semaine les professionnels de l'école, de la santé et le public intéressé pour discuter des violences et du harcèlement scolaire qui poussent parfois les enfants, même très jeunes, au suicide. Parler du suicide chez les jeunes est un des thèmes forts abordés chaque jour par le réseau GAPS. Représenté par Emmanuel Kesseli, l'association recevait à la salle Aragon d'Avion les professionnels de santé, de l'éducation, des associations et le public intéressé pour parler des violences scolaires avec un pédopsychiatre et un spécialiste des violences scolaires, une des causes de suicide chez les jeunes. Alors, le réseau GAPS, c'est le groupe d'aide à la prévention du suicide, un réseau de professionnels du monde de la santé, de l'éducation nationale, des champs psychosociaux, éducatifs, qui donc regroupe tous les professionnels du bassin, tous les professionnels du territoire de Lens, Liévin et Hénin-Carvin, dans le but de pouvoir proposer un réseau de prévention du suicide chez les jeunes sur le territoire. Parce que malheureusement, nous avons une surmortalité par rapport à la moyenne nationale sur le territoire. Et donc, le réseau GAPS souhaite équiper les professionnels autour de cette thématique de la prévention du suicide. Donc, à la fois, nous proposons de la formation des professionnels, à la fois, nous proposons des rencontres d'échange de pratiques, de telle sorte à ce qu'on puisse développer une pratique de réseau. À la fois, nous proposons des actions de sensibilisation d'envergure, comme c'est le cas aujourd'hui, où cet après-midi, nous avons un colloque pour les professionnels autour des violences scolaires et en lien avec le suicide. Et en même temps, ce soir, nous aurons une conférence tout public, de telle sorte à ce que nous puissions sensibiliser les parents, les jeunes, les enseignants autour
autour de cette problématique. Qu'est-ce qu'on peut faire quand une personne a des idées de suicide, etc. Et donc aujourd'hui, c'est la prévention du suicide en lien avec le harcèlement en milieu scolaire, qui est un thème qui est d'actualité, puisque le 5 novembre, nous avions la journée nationale du harcèlement scolaire. Et donc dans les établissements scolaires, de bon nombre d'actions ont été menées. Et donc cette action aujourd'hui, elle cadre très bien par rapport aux actions nationales qui sont proposées. Donc cet après-midi, nous aurons 2 intervenants. Nous aurons Michael Masson, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Paris et qui en même temps fait partie de l'équipe mobile de sécurité, qui fait partie de l'Observatoire européen des violences scolaires, qui abordera justement cette question du climat scolaire. Et dans un deuxième temps, nous aurons le professeur Lionel Convain, qui est pédopsychiatre à Lille, qui interviendra sur le thème du harcèlement scolaire, enfin des violences scolaires en lien avec le suicide, plus cette partie des idées de suicide et de cette problématique qui touche les ados. Les invités, ce sont des infirmiers, des éducateurs, des assistantes sociales, des psychologues, des médecins, des référents scolaires de la police, donc des professionnels à la fois de l'éducation nationale, des centres hospitaliers, de toutes les structures qui accueillent des jeunes sur le territoire de Lens-Liévin et Nain-Carvin. C'est organisé par le GAPS avec bien sûr le soutien des partenaires. C'est l'ARS qui finance cette action et on a de nombreux partenaires, la région, la ville d'Avion qui une nouvelle fois met à notre disposition ce complexe, le Conseil général, voilà, donc différents partenaires qui soutiennent d'année en année le réseau GAPS. La représentation de la mort est différente en fonction de l'âge que l'on a. Chez les enfants, mourir, c'est pas la fin. Souvent, les enfants vous disent que mourir, c'est aller au ciel. C'est regarder d'en haut. C'est l'affaire de tous, parce qu'en fait, la violence scolaire, ça détruit les ambiances. Et en même temps, c'est très destructeur sur le plan psychologique pour les enfants et les adolescents qui en sont victimes. Donc c'est vraiment l'affaire de tous. On constate quand même souvent des changements, par exemple une rupture dans l'investissement de la scolarité, des troubles du sommeil, des modifications de comportement ou l'enfant qui devient plus agressif à la maison. Donc il y a des tas de petits signes, mais le principal c'est de repérer un changement qui est inhabituel et puis qui n'est pas explicable par des événements que les parents auraient perçus dans l'environnement. Ce qu'on peut constater en termes justement de micro-violence et de péridélie, c'est que quand un gamin est victime de manière récurrente de surnoms, de bousculades, de moqueries, il est aussi souvent mis à l'écart, il est aussi souvent effectivement moqué. Donc c'est tout l'enjeu effectivement du phénomène du harcèlement qui essaye de détecter à l'aide des professionnels et des enfants, les élèves, les gamins les plus en souffrance en milieu scolaire. À partir du moment où il y a une différence et un certain isolement, il y a un risque pour que l'élève qui est un petit peu comme ça, différent, isolé, soit l'objet du harcèlement d'un groupe. Donc peut-être qu'effectivement il peut y avoir pas des typologies, mais certains profils, mais en même temps je ne suis pas sûr que ça aide à penser le phénomène de la violence scolaire, parce qu'en fait elle est inhérente à la notion du groupe. C'est-à-dire tout groupe a tendance à trouver quelqu'un un petit peu extérieur qui sert de bouc émissaire. Donc effectivement, c'est repérer les élèves, mais c'est aussi agir à tous les niveaux, c'est-à-dire les victimes, les agresseurs, les témoins, le corps enseignant, les parents, donc tout un travail de sensibilisation. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il y ait un suivi dans le temps. Il ne faut pas une action uniquement ponctuelle, il faut vraiment un réel suivi dans le temps. Quand on parle de harcèlement, effectivement, on pense d'abord et avant tout aux victimes, donc aux jeunes qui sont en souffrance. Mais il faut savoir que le profil aussi type du harceleur, sur des études longitudinales longues de plus de 40 ans, on a constaté, notamment chez les anglo-saxons, que ces jeunes-là étaient les plus en difficulté, les plus sujets au chômage et avaient de grosses difficultés d'intégration sociale. Donc c'est vraiment un phénomène global. Maintenant, il y a une vraie prise en compte aujourd'hui en France, on n'a pas encore toutes les solutions. Il y a des pays qui sont en avance sur nous. On essaie de s'en inspirer pour pouvoir justement, à l'aide, on a parlé tout à l'heure, le professeur Convain a parlé d'ambiance.
Nous, on appelle ça le climat scolaire, en améliorant simplement effectivement les dynamiques collectives, les stratégies pédagogiques, la justice scolaire et tout ce qui est donc le travail avec les partenariats. On arrive à avoir des résultats quand même probants aujourd'hui dans certains établissements. Moi, je dirais on sous-estime l'intensité de cette violence et sa fréquence. Et deuxième point, c'est vraiment l'affaire de tous et il y a vraiment un enjeu par rapport à l'ambiance dans les écoles. Nous, ce qu'on tient effectivement à essayer de démontrer grâce à des nouveaux outils, c'est que la violence chez les jeunes et la violence scolaire n'est pas forcément quelque chose qui est en constante progression, malgré tout ce qu'on peut entendre, mais que effectivement, elle peut prendre aussi de nouveaux visages et qu'on arrive à avoir des résultats probants uniquement effectivement par des dynamiques de formation et des dynamiques, on va dire, chez les professionnels comme chez les jeunes, d'entraide, d'écoute et d'empathie. Ben, ce qu'on souhaite, c'est que ce qui est une vraie tragédie pour nos jeunes aujourd'hui, les jeunes qui ne demandent qu'à vivre, qui ne demandent qu'à développer leur vie, on souhaite que ces jeunes ne restent pas seuls avec leurs souffrances, mais qu'ils trouvent des alternatives, des solutions par rapport à ce qu'ils vivent. Et quand ils sont en difficulté, que ce soit des difficultés familiales, que ce soit des difficultés sociales, des difficultés scolaires, mais qu'ils trouvent des alternatives, qu'ils trouvent des acteurs qui soient en capacité de les écouter et de les orienter pour qu'ils ne restent pas seuls face à leurs souffrances. Voilà, donc évidemment, si vous avez des soucis autour de cette thématique, je vous rappelle que le numéro national qui a été mis en place par le gouvernement, qui est le numéro 3020, quand vous êtes confronté à ce genre de situation de violence scolaire ou de harcèlement scolaire. Superman, Spider-Man, Batman, Wonder Woman, Catwoman ou encore Supergirl, des super-héros à qui vous auriez bien volé les pouvoirs. Ils sont en ce moment dans tous les livres de la médiathèque de Liévin pour une super exposition qui dure jusqu'au 5 décembre. C'est un thème qui parle à pas mal de monde, nos enfants et aux adultes. On se souvient tous de Spider-Man, de Batman, de Wonder Woman. Et les jeunes, à partir du CP-CE1, sont très au courant de ces super-héros. Les enfants arrivent, on va déjà leur demander ce qu'est un super-héros. S'ils en connaissent, là ça fuse de tous les côtés. Le premier malgré tout, et c'était le premier qui a été créé, Superman. Superman revient systématiquement, Batman aussi, et puis plein d'autres qui ont malgré tout, qui sont plutôt dans des années 90, et puis Wolverine aussi. Hein. On va leur expliquer aussi d'où ils viennent et à partir de quand ils sont apparus aux États-Unis et chez nous ensuite. On va leur parler aussi des dessins animés, on va leur parler des films qui sont issus de ces comics. Et puis ensuite, deuxième partie, on leur donne un petit questionnaire, en tout cas pour les plus grands, dont toutes les réponses sont sur les panneaux et sur ce qu'on leur a expliqué également au cours de la première partie de l'exposition. Pour les plus petits, on va avoir des jeux de labyrinthe, des jeux des 7 erreurs. Voilà. On a essayé de trouver des jeux à leur niveau, hein, en fonction des enfants. Et puis on leur passe aussi un petit extrait du premier dessin animé de Superman, en version originale. On va leur aussi proposer la bande-annonce de la série télévisée de Wonder Woman. En général, ils connaissent beaucoup moins cette dame. Et puis on finit par une petite lecture sympathique autour d'un album jeunesse. La BD ne rivalise pas avec l'album jeunesse malgré tout. Voilà, c'est un petit clin d'œil sur parfois ce qu'il ne faut pas faire quand on est un super-héros et ce que font les super-héros.
Le super-héros a des super pouvoirs, il fait plein de choses. Il a des lasers dans les yeux, il a une force herculéenne, et il a parfois des marteaux magiques, des lassos, voilà, plein de choses, et des voitures aussi, parce que le super-héros n'est pas toujours un mutant ou un extraterrestre. Hein. Le super-héros est aussi parfois un humain qui a des super gadgets, et ça reste un super-héros. On laisse la place à tous les super-héros, on ne fait pas de différence et au contraire ça nous permet de justement remettre au goût du jour certains héros qui ont été mis un peu aux oubliettes. Et puis avec les livres qu'on expose, ça leur permet aussi d'aller voir un peu à quoi ils ressemblent. C'est le but de la manœuvre à la bibliothèque de Liévin, c'est de faire découvrir que plutôt que de regarder les super-héros à la télé, on peut tranquillement dans sa chambre se plonger vraiment dans cet univers d'images et d'actions alors que ça vient d'un livre. Alors oui, à un moment donné, voilà, quand tout le monde est réuni, on prend un enfant ou 2 enfants et puis on les transforme en super-héros. L'exposition est ouverte au public aux heures d'ouverture de la bibliothèque Place Gambetta en ce moment, là même, jusqu'au 5 décembre. Elle est venue de Desrousseaux, hein, ils l'ont eu pendant 15 jours, et là, elle est venue chez nous encore pendant 15 jours. En tout cas, on s'amuse. On est là pour faire redécouvrir et découvrir aux enfants, mais ils nous apportent beaucoup aussi parce que ils connaissent vraiment parfaitement ce monde des super-héros et c'est amusant de les faire parler là-dessus et on apprend beaucoup de choses en tant qu'adulte quand les enfants parlent. Ça fait rêver toujours autant et que les accompagnants aiment toujours se replonger dans cet univers qu'on a parfois oublié quand même quand on est adulte. Hein. Ce journal est terminé, vos émissions habituelles dans la suite de cette édition se retrouvent mercredi 2 décembre pour de nouvelles fraîches. En attendant, sortez, bougez, aérez-vous. Marché de Saint-Nicolas à Arnes, marché de Noël à Meurchin et d'Illowet 27, 28 et 29 novembre. Profitez de cette ambiance festive pour faire vos emplettes. Bon week-end à tous et rendez-vous tout de suite sur telegoel.fr, Facebook ou Twitter.